Je m'appelle Julia Sanders. J'ai 35 ans et j'étais créatrice de mode, vivant sous les lumières de Broadway, jusqu'à ce que je renonce à tout pour devenir l'épouse idéale d'une famille aisée de Seattle, la famille de mon mari. Je croyais que se sacrifier par amour était noble, jusqu'à ce qu'un message apparaisse sur le téléphone de mon mari alors qu'il prenait sa douche. La nuit dernière a été incroyable. Je te sens encore. L'expéditeur, sa cousine biologique, Carly. Avez-vous déjà tout abandonné pour quelqu'un pour découvrir que vous n'étiez qu'une ombre, une façade dans une pièce de théâtre familial soigneusement scénarisée? Si vous vous êtes déjà senti trahi par ceux-là même qui vous considéraient comme leur famille, restez avec moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai décidé de sortir du silence. J'avais un petit studio à Brooklyn, baigné de lumière naturelle et rempli de croquis à moitié finis. Chaque matin, je me préparais du café, je jouais du jazz et je me demandais ce que je créerais aujourd'hui avec la nouvelle dentelle française que je venais de recevoir. La vie n'était pas facile à l'époque, mais je me sentais épanouie. Je me sentais vivante. Puis j'ai rencontré Marc. Il s'est présenté à un défilé de mode caritatif, vêtu d'un costume gris clair, souriant poliment, et m'écoutant parler pendant des heures de silhouettes classiques. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais les meilleurs aspects de moi commençaient à se remodeler lentement, en douceur et avec beaucoup d'efficacité. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la valeur de la stabilité, m'a dit Marc après quelques mois de relation. Ma famille, elle ne ressemble à aucune de celles que tu as connues. Mais si tu m'aimes, tu comprendras. Je l'aimais, alors je l'ai cru. J'ai quitté New York, vendu le studio, vendu mes créations et déménagé à Seattle. Le jour de mon arrivée dans la demeure couleur ivoire du quartier nord de la ville, sa mère, Lorraine, m'a regardé de haut en bas comme si elle évaluait un produit qu'elle n'avait pas commandé. Trop mince, a-t-elle dit, pas sûre de se faire remarquer lors de nos soirées. Marc Harry m'a pris dans ses bras et a plaisanté, allez, maman. Julie est mannequin. J'ai ri, essayant de cacher mon malaise. Cette première année de mariage, j'ai passé le plus clair de mon temps à apprendre à devenir une Sanders, à recevoir des invités, à mémoriser chaque nom dans la liste de contacts de Marc, à savoir quel vin Monsieur Richard, mon beau-père, préférait, et comment Lorraine insistait toujours pour que la table soit dressée selon les règles de la famille. Personne ne m'y forçait, mais je comprenais. Si je voulais être accepté, je devais m'adapter. Je pensais qu'en faisant suffisamment d'efforts, il me verrait comme l'une des leurs. Mais aux yeux de Lorraine, je n'ai jamais été une Sanders. J'étais Julia, la femme de Marc. Elle ne le disait jamais ouvertement, mais chaque fois qu'une nouvelle personne arrivait, elle me présentait avec une phrase du genre « Elle travaillait dans la mode. Elle reste à la maison maintenant. Elle aide Marc par petites touches, je suppose. » J'ai déjà pris la parole. Je gère les campagnes médias de l'entreprise. J'ai aussi refait le site web. Elle haussa les épaules. Bon, c'est juste pour aider. Marc n'intervenait jamais. Il me serrait contre lui le soir et murmurait doucement, tu t'en sors très bien, mais tu sais, ma mère n'est pas facile. Il y avait des nuits où je restais éveillé, la main posée sur mon ventre, là où 2 grossesses s'étaient déjà terminées. Je buvais le thé que Lorraine préparait. J'appliquais la méthode de médecine orientale traditionnelle transmise dans la famille. Je ne remettais rien en question. Je voulais être mère pour mettre au monde un enfant qui pourrait enfin m'intégrer. Mais tous mes efforts se terminaient en larmes. Seul dans des chambres d'hôpital froides, Marc étant toujours absent pour des affaires urgentes. Après la 3e fausse couche, Lorraine est entrée dans ma chambre alors que je dormais sur le canapé. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais ni offert de réconfort. Elle a dit, peut-être que tout le monde n'a pas choisi de perpétuer la lignée. Je n'avais plus rien à dire. Je me souviens avoir serré la serviette si fort que ma paume s'est mise à saigner sans même m'en apercevoir. Le lendemain, Carly a emménagé chez nous. C'était la cousine adorée de Marc, elle avait étudié en Italie et avait rompu ses fiançailles avec un riche homme d'affaires parce qu'il ne comprenait pas la valeur de la famille. Elle a souri d'un air radieux et m'a serré fort dans ses bras lors de nos retrouvailles. Je vous ai toujours admiré, Marc et toi. Votre amour est ce que j'admire. Je l'ai serré dans mes bras, lui laissant une place dans mon cœur pour qu'elle puisse intervenir. Je ne savais pas que je libérais la voie pour quelqu'un d'autre, mais tout allait éclater au grand jour. Chaque mot doux, chaque câlin chaleureux, chaque tasse de thé servie par Lorraine avait sa place dans une représentation pour laquelle j'étais la seule à ne pas avoir reçu de script. J'ai commencé à soupçonner, non pas parce que Marc était soudain devenu distant.
Ils n'avaient jamais vraiment été proches. Mais à cause du silence de Carly, la femme qui parlait sans cesse de ses collègues, de la recherche de son propre appartement, de l'élégance de mes robes. Enviable, elle s'est tue. Elle habitait toujours la maison, m'appelait toujours Julia, souriait toujours au petit déjeuner. Mais son regard sur Marc quand il servait le café, leur façon d'éviter de croiser leur regard en ma présence, me donnait la chair de poule. Un soir de début mars, Marc m'a dit qu'il devait vérifier le système serveur de l'entreprise. Audit interne imminent. Je l'ai embrassé sur la joue et j'ai discrètement activé le tracker iCloud de Marc sur un vieil iPad dont il avait oublié de se déconnecter. Le point clignotant n'était pas au bureau. Il était garé dans un luxueux appartement près de l'Écunion. Un quartier que Marc m'avait un jour dit dangereux. Ne venez pas en retard. J'ai tapoté pour obtenir des détails. L'adresse m'a fait froid dans le dos. Carly avait un jour utilisé cette adresse exacte pour une demande de carte de bibliothèque. Je m'en souvenais parce que j'avais été son parrain. J'ai pris les clés de la voiture et j'ai démarré. La nuit à Seattle était froide et brumeuse. Je n'avais pas l'intention de l'affronter. J'avais juste besoin de voir de mes propres yeux. À mon arrivée, le SUV de Marc était déjà là. Une chaude lueur jaune provenait du 6e étage. Par la fenêtre. Je voyais des ombres bouger à l'intérieur. Je suis resté sous la pluie, les mains agrippées au volant, puis je suis parti lentement. Le lendemain matin, je suis entré dans mon petit bureau à domicile, dans la maison, pour consulter le compte bancaire de notre entreprise. Marc et moi y avions accès, mais il était l'administrateur principal. Je n'avais jamais pensé à le surveiller jusque-là. Chaque mois, le 3, une allocation d'aide temporaire était transférée du compte joint vers un compte personnel au nom de C.M. Harrington, le nom complet de Carly. Chaque virement s'élevait à $7,500. Pendant les 11 derniers mois, j'ai imprimé les relevés, marqué chaque entrée, puis je suis resté figé pendant des heures, à bout de souffle. Ces chiffres n'étaient pas que de l'argent. C'était une confession sans mots. Je pensais n'avoir plus aucune force. Jusqu'à ce que je reçoive un courriel de la clinique où Carly m'avait indiqué comme contact d'urgence. Elle disait avoir des problèmes hormonaux et avoir besoin de contrôle de routine. Objet, confirmation de rendez-vous, échographie prénatale, Carly Harrington. Date du rendez-vous, 16 janvier. J'ai dû le lire 3 fois. 16 janvier. J'étais à l'hôpital à cause de ma 3e fausse couche. Marc n'est pas venu. Il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il avait rendez-vous avec un conseiller financier à Bellevue. Je m'en souviens parfaitement, car cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à en perdre le souffle, seul dans la salle d'attente, serrant encore la serviette qu'il avait oubliée la veille. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré après avoir lu ce mail. Je me souviens seulement du bruit de l'eau qui coulait sans cesse du robinet de la cuisine et des taches de café qui s'étalaient sur le sol, renversées à un moment donné sans que je m'en aperçoive. J'étais assise là, comme quelqu'un qui vient de se tirer le couteau dans la poitrine, essayant de comprendre comment les gens pouvaient être aussi cruels. Carly était enceinte et le bébé n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un accident. C'était le résultat d'un plan soigneusement élaboré au sein de la maison que j'avais tant essayé de transformer en famille. Cette maison s'est avérée être une scène, et j'étais la figurante, debout, inutilement au bord du rideau. J'avais l'impression que rien ne pouvait faire plus mal que de réaliser que l'être aimé vous avait trahi. Mais la douleur la plus profonde est d'affronter la vérité et de réaliser que non. On est à tes côtés. Ce soir-là, je n'ai pas attendu le retour de Marc. J'ai appelé Carly dans le jardin. Elle est sortie, les cheveux soigneusement attachés, un verre de jus d'orange à la main, comme si elle sortait d'une annonce de maternité. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste demandé, le bébé est bien celui de Marc, n'est-ce pas? Carly m'a regardé quelques secondes, puis a souri. Tu n'es pas aussi ignorante que je le pensais. Puis elle a pris une gorgée et a ajouté, Marc m'a choisi. Tu es le titre, le visage. Mais c'est moi chez qui il reste après la fête. Je ne savais pas ce qui m'avait le plus exaspéré. Son indifférence ou la façon dont elle a prononcé le nom de Marc comme si je n'avais jamais existé. Je t'ai aidé, Carly. C'est moi qui t'accompagnais à tes rendez-vous, qui cuisinais, faisais le ménage, partageais ma salle de bain avec toi. Elle rit. Tu crois que j'avais besoin de toi? Je suis là pour Marc. Et si tu es intelligente, tu te tireras d'affaire comme une dame. La nausée me monta à la gorge. Je me retournai et retournai à l'intérieur,
les mains si serrées qu'elles saignaient. Le lendemain matin, je suis allé parler à ma belle-mère. Lorraine taillait des rosiers dans le jardin, portant des gants de soie couleur crème, son parfum vintage emplissant l'air. J'ai besoin de te parler. J'essayais de garder une voix ferme. De Carly et Marc. Elle m'ignora complètement, se concentrant sur la coupe de chaque tige avec une précision parfaite. Si c'est entre toi et ton mari, je n'interviens pas. Ce n'est plus privé, dis-je. Carly est enceinte de ton fils. Ses ciseaux se figèrent. Mais seulement une seconde. Xander, ne divorce pas, dit-elle lentement en se tournant vers moi. On ne laisse pas des problèmes insignifiants affecter l'image de la famille. Si tu prévois de faire une scène, souviens-toi de la maison où tu vis. Je restais planté là, au soleil matinal, comme frappé par des mots inutiles. Je pensais que Lorraine ne m'aimait pas parce que je n'étais pas comme elle. Mais en vérité, je n'avais jamais été considéré comme une personne. Je n'étais qu'un élément décoratif d'une propriété qu'ils avaient conçue bien avant mon arrivée. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'ex-beau-frère de Matt Carly, celui qui avait disparu des réunions familiales sans laisser de traces. « Julie, j'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il d'une voix basse, teintée de compassion. Je sais que tu souffres, mais ne pense pas une seconde que Carly soit une victime. Elle a fait la même chose à ma famille. Elle a séparé 2 sœurs et a disparu une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Que as-tu dit? Elle cible toujours les hommes déjà pris, et elle sait comment faire fuir l'autre femme par dignité. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire maintenant, mais si tu pars, prends au moins la vérité avec toi. » L'appel s'est terminé. J'ai raccroché, mais mes mains tremblaient encore. Je n'étais pas la première, seulement la suivante. Et si je restais silencieuse, quelqu'un après moi saignerait aussi. Mais le plus douloureux, c'était l'isolement. Marc ne m'a pas demandé pourquoi je ne parlais pas. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais arrêté de le tenir la nuit. Il gardait le visage rivé à son téléphone, souriant doucement à chaque SMS de Carly. Lorraine a cessé de m'inviter au petit déjeuner. La gouvernante, qui m'appelait Miss Julia, me regardait maintenant avec pitié, comme si j'étais une actrice qui n'avait pas accepté la fin de son rôle. Et Carly, se promenait toujours dans la maison comme si elle avait toujours été la sienne. J'ai commencé à manger seul, à dormir sur le canapé. La même personne qui avait refait cette cuisine, qui avait placé tous les vases de fleurs sur cette table à manger. Maintenant, pas différente d'une femme de ménage sans nom. Mais dans cet isolement, quelque chose s'est réveillé. J'avais touché le fond. Et une fois qu'on a touché le fond, il n'y a plus qu'une seule direction à suivre. Je me suis tu. Plus son silence. C'était le silence de quelqu'un qui observait. Je me suis réveillé plus tôt que Marc, j'ai préparé le café comme d'habitude, mis la table comme toujours, et pendant qu'il dormait, j'ai discrètement réinstallé le logiciel de suivi sur l'iPad encore stocké dans notre bureau commun, un bien auquel j'avais légalement accès en vertu du contrat d'achat de la maison. Chaque message, email, calendrier, rendez-vous était transféré vers un compte sécurisé créé par mon avocat. Je n'ai plus pleuré en lisant le message de Marc à Carly. Maman dit que tant qu'elle signe la lettre de démission de l'entreprise, tout se passera bien. Ou la réplique de Carly, je crois qu'elle commence à se douter. De quelque chose. Devrions-nous aller de l'avant avec le plan? Je ne savais pas exactement en quoi consistait le plan, mais je savais que le temps me manquait. J'ai pris rendez-vous avec une avocate du nom d'Eleanor Price, une ancienne procureure fédérale chargée des finances qui dirigeait maintenant un petit cabinet spécialisé dans les affaires de divorce impliquant des abus et des finances cachées. Eleanor m'a écouté parler pendant près d'1 heure sans m'interrompre. Quand j'ai finalement arrêté, elle a simplement hoché la tête. Nous avons besoin de preuves, claires et irréfutables. Elle m'a accompagné étape par étape, collectant relevés de comptes, capture d'écran des messages, historique des accès aux journaux et archivant les virements internes. J'ai commencé au service financier de Sanders Logistique, où je détenais toujours le titre de cofondateur, même si j'avais longtemps été exclu de toutes les réunions clés. Le directeur financier actuel, Noah, était le seul de l'entreprise à m'avoir témoigné de la gentillesse. J'ai invité Noah à déjeuner, en lui disant que je souhaitais soutenir les actions caritatives de l'entreprise. Une fois assis, j'ai demandé, Noah, l'entreprise a-t-elle effectué des dépenses importantes récemment, notamment à l'international? Noah a hésité, puis a baissé la voix. Julia, ton nom figure toujours dans le dossier financier, mais récemment,
Mark a transféré plus de 400 000 $ sur un compte aux îles Caïmans répertorié comme investissement pour le développement du marché international. Il a marqué une pause, puis a expiré. Personnellement, je trouve cela étrange, mais je ne peux pas intervenir sans une demande formelle de ta part. J'ai serré les poings sous la table. Je comprends, et je vais transmettre cette demande par les voies appropriées. Ce soir-là, j'étais assise dans mon ancien bureau, une faible lumière filtrant par l'encadrement de la fenêtre. Sur l'écran s'affichaient des relevés bancaires, des emails téléchargés depuis iCloud et des fiches de discussion aux horodatage étrangement alignés. À chaque fausse couche, Mark était en voyage d'affaires et Carly, heureusement, était en arrêt maladie. Dans une pile de vieux dossiers RH, j'ai retrouvé un nom discrètement effacé de l'histoire de l'entreprise familiale Sanders, Grace Molina, une ancienne attachée de presse accusée d'avoir mal géré une crise de relations publiques. Je me souvenais de Grace parce que je l'avais vue pleurer aux toilettes juste après que Carly ait quitté la salle de réunion, l'air très satisfaite. J'ai trouvé Grace sur LinkedIn. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café de Capitol Hill. Au début, elle était prudente, mais quand je lui ai dit que j'avais moi aussi été victime d'un piège similaire, elle m'a regardé longuement, puis a sorti une clé USB de son portefeuille. Le jour de mon départ, j'ai enregistré une conversation entre Carly et moi. Grace dit, je n'avais jamais eu l'intention de l'utiliser, mais si ça t'aide à retrouver un peu de vérité, je n'ai plus besoin de la garder. Je rentrai chez moi et écoutai l'enregistrement. La voix de Carly résonna. Claire, assurée, sans la moindre hésitation. Si tu veux garder un homme, ne sois pas assez stupide pour tomber enceinte. Les femmes intelligentes utilisent ça comme une arme. Grossesse simulée, souffrance simulée, chagrin simulé. Les hommes adorent le rôle de victime. J'étais assise là, la tête haute, le cœur battant. Elle ne m'avait pas simplement trahi. Elle avait tout manipulé, mis en scène chaque larme, chaque plainte, chaque fois qu'elle m'appelait la sœur en qui j'avais le plus confiance. Et Mark la croyait. Alors que j'avais passé tout ce temps à me reprocher de ne pas être assez bonne pour maintenir une famille unie, cette nuit-là, je dormis sur le canapé. Non pas parce qu'on m'avait poussé hors de la chambre comme la fois précédente, mais parce que je savais qu'à partir de demain, tout changerait. Mais je devais faire les choses bien, être solide et impitoyable, avec la plus grande gentillesse possible. 2 semaines plus tard, alors que je rassemblais encore discrètement des documents et jouais le rôle de l'épouse fidèle, Lorraine a frappé à la porte de mon bureau, tenant une boîte d'invitations dorée scintillante. Catherine aura 95 ans au début du mois prochain, a-t-elle dit en posant l'invitation à plat sur mon bureau comme un verdict. La fête aura lieu dans la vieille propriété de l'Échalant. Tous les petits-enfants sont attendus, et j'espère que vous et votre mari serez présents. J'ai levé les yeux vers ma belle-mère. Son visage était impassible, mais la façon dont elle insistait sur le mari et la femme m'a pris à la gorge. J'ai hoché la tête. Bien sûr, c'est un événement important. Elle a souri, d'un sourire poli et glacial. Je suis contente que tu comprennes. Catherine te considère toujours comme un membre de la famille. Ne la décevons pas. Je savais exactement ce que c'était. Elle n'avait pas besoin de moi pour fêter ça. Elle avait besoin de moi pour entretenir l'illusion de l'héritage Sanders. Toujours le même jeu. Une famille parfaite, des descendants unis, pas de scandale, pas de fissures. Je n'avais pas l'intention de participer à la mise en scène de cette pièce. Ce soir-là, j'ai écrit 2 lettres. Pas de discours fleuri, pas de dramatisation, juste des rapports factuels et sereins. L'une était destinée à Caitlin Dorsey, une journaliste chevronnée de Forbes qui avait interviewé Mark 2 ans plus tôt sur sa stratégie d'expansion internationale. L'autre à Jeremy Nash, enquêteur principal au fisc, qui avait traité des affaires de transfert non déclarés dans la région de Seattle. Je ne les ai pas suppliés d'agir. J'ai simplement joint un ensemble de dossiers préliminaires, des documents que j'avais soigneusement organisés, chiffrés et horodatés, montrant des flux financiers suspects entre des comptes internes, ainsi que des historiques de localisation et des images extraites de données cloud. La dernière ligne de chaque lettre disait, « Je ne sais pas si cette vérité est suffisamment importante pour que quiconque s'en soucie, mais si j'ai raison, ce n'est pas qu'une affaire de famille. C'est une question de justice. » J'ai envoyé les lettres à une adresse privée fournie par Eleanor. Format et procédure appropriés, aucune trace. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis retourné à la représentation. Chaque matin, je prenais le petit déjeuner avec Mark comme si de rien n'était. Je préparais toujours son café préféré, un demi-expresso légèrement sucré, avec de la mousse de lait d'avoine.
Je l'écoutais se plaindre des clients difficiles, de la mauvaise humeur de Carly à cause de ses changements hormonaux, de sa mère qui voulait que la fête d'anniversaire soit parfaite pour le journal local. J'acquiesçais, souriais et suggérais des couleurs de serviettes. J'accompagnais même Marca. L'essayage de son costume pour l'anniversaire de Catherine. Nous sortions toujours du tailor, bras dessus bras dessous. Ses amis, pour la plupart associés, nous regardaient toujours avec admiration. Un couple magnifique, stable et prospère. Personne ne me voyait chaque soir, allongé dos à Marc, mon téléphone serré contre moi, attendant la confirmation dès l'année que chaque document avait été examiné par un juge. Personne ne voyait le regard de Marc lorsqu'il envoyait des SMS sous la table, le téléphone caché sous une serviette, les doigts rapides, l'air inchangé, jouant toujours le mari parfait. Mais j'ai tout vu et j'ai tout documenté. Le trajet jusqu'au lac Chaland a duré 3 heures. Marc conduisait. J'étais assise en silence sur le siège passager. Alors que la voiture serpentait à travers les collines couvertes de pins, il se tourna vers moi. « Merci d'être venu. Maman sera heureuse, et grand-mère Catherine aussi. » Je me tournai vers lui et souris. Je pense que ce moment sera inoubliable. Il ne se doutait de rien. Je jetai un coup d'œil au rétroviseur et vis les bagages solidement attachés. À l'intérieur se trouvait mon ordinateur portable personnel, un disque dur contenant tous les fichiers de sauvegarde et une clé USB cryptée équipée d'un dispositif de signal automatique en cas de déconnexion. Le jeu auquel il m'avait forcé pendant 5 ans touchait à sa fin. Mais cette fois, je n'étais plus un pion et je n'avais besoin de personne pour me sauver. La fête d'anniversaire de grand-mère Catherine se tenait en plein air, sous une verrière drapée de fleurs de lavande et de soie ivoire. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les flûtes à champagne, et les douces notes d'un violon donnaient l'illusion d'une famille parfaite célébrant leur matriarche bien-aimée. Je restais à la table centrale, ma robe de soie gris fumée flottant au vent. Marc me tenait la main comme si nous étions un couple dévoué. Carly était assise à quelques tables de là, le ventre légèrement arrondi, souriant doucement chaque fois que quelqu'un la félicitait. Lorraine scrutait la foule, ajustant la manche de Marc comme pour le protéger d'une menace inexprimée. J'ai scruté chaque détail, la fluidité avec laquelle ils ont tous joué leur rôle, au point d'oublier que ce n'était qu'une performance. Puis est venu le diaporama hommage à grand-mère Catherine. Le grand-père de Richard Marc a fait une présentation touchante. Puis il m'a fait signe, à moi, la charmante belle-fille, de diriger la séquence spéciale. Je m'étais préparé à honorer le parcours de la famille. Je me suis levé et me suis dirigé lentement vers la petite scène. À l'écran est apparue notre photo de mariage. La mienne et les marques étaient les mêmes que celles imprimées sur notre première carte de Noël. Les applaudissements ont retenti. Quelqu'un a murmuré, on dirait que c'était hier. Moi aussi. Tout semble inchangé jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. L'écran a instantanément montré une vidéo. Marc assis sur un lit dans un appartement de luxe. Carly, enveloppée dans de la soie, tenant un verre de vin rouge. Il riait. Puis Carly a regardé droit dans la caméra cachée. Sa voix était claire et nette. Lorraine dit, tant que Julia signe sa démission, l'entreprise me sera transmise. Nous serons propriétaires de tout. La fête se figea. Lorraine se leva d'un bond, la voix stridente. Arrête ça. Couple. Je me tournai vers elle. Tu m'as dit de protéger l'image de la famille. Je l'ai fait quand mon mari a couché avec sa cousine. Quand j'ai perdu notre enfant et que tu as dit, il y aura une autre fois. Je suis restée silencieuse, mais pas aujourd'hui. J'ai cliqué de nouveau. L'écran affichait maintenant des relevés financiers, des virements mensuels du compte de l'entreprise vers celui de Carly. Plusieurs entrées étaient marquées en rouge avec des notes. Aucune approbation du conseil d'administration. Puis arrivèrent les échographies, de l'une de mon hôpital datée du 16 janvier, le jour de mon admission pour une fausse couche. L'autre de Carly, à la même date, à la même heure. Et un email de Carly à Marc. Je pense qu'on devrait faire une fausse échographie, au cas où quelqu'un me poserait la question. Mon ventre ne se voit pas encore. Des murmures parcoururent la foule. Richard s'effondra sur une chaise, le visage blême. Marc monta sur scène, la voix basse, essayant de garder son sang-froid. Julia, tu es en train de tout détruire devant toute la famille. Je le regardai droit dans les yeux. Ce que tu appelles une famille m'a détruite. Cette fois, je ne fais que te dire la vérité.
Je cliquai une fois de plus. L'écran afficha 2 documents, la demande de divorce faisant valoir notre clause prénuptiale pour infidélité, les dossiers juridiques préparés par mon avocat et une plainte officielle pour malversation financière déposée auprès du fisc, clairement adressée à Jérémy Nash. L'atmosphère autrefois tendue se fissura puis s'effondra. Le chaos éclata. Lorraine tituba. Carly se tenait le ventre comme si elle souffrait, mais je savais que ce n'était pas une contraction. C'était de la peur. Tout ce qu'ils avaient tenté de cacher derrière le rideau de la dignité et de la lignée Sanders était maintenant exposé au grand jour. Chaque chiffre, chaque mot, chaque mensonge conservé sur un disque dur que j'avais passé près d'1 an à compiler. Après la fête, tout s'est effondré plus vite que prévu. 2 jours plus tard, Mark s'est présenté chez ma mère, à Bainbridge Island, où je résidais. Il était venu seul. Sans avocat, sans défense. Juste le visage las d'un homme dénué de toute illusion. « Julia, tu ne peux pas faire ça », a-t-il dit d'une voix rauque. Les médias sont partout dans l'entreprise. Les investisseurs se retireront si tu retires ta plainte, si tu me laisses le temps de régler les choses. Je te transmettrai tous mes biens personnels. Je le jure. J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari. Celui qui posait sa main sur mon ventre chaque fois que je pensais être enceinte. Celui qui avait pleuré quand nous avons perdu notre premier enfant. Mais maintenant, je ne voyais plus qu'un étranger. Tu n'as pas besoin de me donner quoi que ce soit, ai-je dit calmement. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je l'ai fait pour retrouver ce que j'ai perdu, ma dignité, ma voix et la vérité. Il a baissé la tête et a expiré. Tu déchires toute ma famille. J'ai serré les poings, les mots tranchants comme du fer froid. Non, tu as fait ça quand tu as couché avec Carly. Quand tu as laissé ta mère décider de ma valeur. Quand tu lui as souri dans cette clinique pendant que je me vidais de mon sang seul dans la salle de bain. Ark n'a rien dit de plus. Et je ne l'ai pas attendu. J'ai fermé la porte sur lui et sur la vie dans laquelle j'avais été entraînée comme remplaçante. L'après-midi suivant, je pliais des vêtements dans une valise quand Eleanor a appelé. Julia, le tribunal a officiellement gelé tous les biens personnels de Mark en attendant l'enquête, a-t-elle dit. Je viens de recevoir une copie de l'ordonnance du juge. On est à mi-chemin, je me suis affalé au bord du lit, tenant encore la vieille écharpe en laine que je tricotais pour Mark chaque hiver. Une partie de moi avait envie de pleurer de soulagement. Une autre partie se sentait vide, comme si quelque chose de fondamental avait été gravé en moi. Je me suis souvenu de ce que ma mère m'avait dit un jour. Le pardon est pour soi, pas pour eux. Mais on ne peut pardonner qu'une fois qu'on a. J'ai regardé la blessure et je n'en ai plus eu peur. Je n'avais pas pardonné. Et peut-être que je ne le ferai jamais. Mais je n'avais plus peur. Ni du regard de Lorraine. Ni des promesses creuses de Mark. Ni des mains qui prétendaient me relever tout en me poussant vers le bas. Ils pensaient que je resterais silencieuse parce qu'ils me prenaient pour la version qu'ils avaient créée. L'épouse aimable, la belle-fille obéissante, la femme qui savait se replier sur elle-même quand elle était blessée. Ils ne réalisaient pas que j'étais allé si loin. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et c'est précisément pour cela que je n'avais plus rien à perdre, si ce n'est moi-même, si je les laissais continuer à me contrôler. Cet automne-là, j'ai quitté Seattle, non pas pour fuir, ni pour me venger et disparaître. J'ai déménagé à Portland, un endroit suffisamment loin pour ne pas retomber dans le passé par accident, mais suffisamment proche pour ne pas avoir l'impression de repartir de zéro. Mon atelier de création se trouve dans un vieil entrepôt, baigné de soleil par la lucarne, où se trouvent des rouleaux de lin, de laine et de soie soigneusement pliés sur des étagères en bois. Pas d'enseigne tape à accent grave-l'œil, pas de campagne de communication, juste un espace. Recommencer avec mes mains, mes yeux et les premiers points de suture de quelqu'un dont personne n'aurait jamais cru qu'il pouvait créer la beauté. Je donne des cours tous les mardis et jeudis, gratuitement. Mes élèves sont des femmes qui, comme moi, ont un jour sombré dans le silence. Une femme qui a quitté son emploi parce que son mari contrôlait tout. Une mère célibataire que sa belle-mère a forcé à avorter. Une femme plus âgée dont le frère a volé la maison familiale après la mort de leurs parents. Nous ne parlions pas de douleur pendant ces cours. Nous cousions. Et à chaque point de suture, le poids de l'endurance nous quittait comme un long soupir en fin de journée. Je vivais dans un loft près de Selwood Park. Je m'asseyais souvent près de la fenêtre en fin d'après-midi pour lire en admirant les érables rougeoyants. Chaque soir, j'écoutais de vieux disques de jazz, les mêmes que j'écoutais à Brooklyn.
Je pouvais à nouveau dormir sans rêver d'hôpitaux ou de dîner où j'étais assise aux côtés d'un homme qui ne m'aimait plus. Puis un jour, j'ai reçu un dossier d'un centre de protection de l'enfance. Eleanor, mon avocate, avait un jour mentionné une petite fille de 6 ans prénommée Lily, cheveux châtains foncés, yeux écarquillés, calme. Elle avait vécu dans 4 familles d'accueil. Personne ne l'avait gardée plus de 3 mois. Elle aimait dessiner, mais ne parlait pas. Je ne savais pas pourquoi j'avais pleuré en voyant sa photo. Peut-être était-ce à cause de ses yeux, ou peut-être à cause du dessin au crayon qui l'accompagnait. Une maison et, juste à côté, 2 personnes se tenant la main. En dessous, en lettres tremblantes, pas besoin d'être né d'une mère pour en être une. J'ai déposé la demande d'adoption le jour même. 3 mois plus tard, Lily est venue vivre avec moi. Elle ne m'a pas appelée maman tout de suite. Elle m'appelait Julia. Mais chaque nuit, elle se glissait dans mon lit, se pelotonnait comme un petit chaton et dormait profondément sans se réveiller. Une nuit, je lui ai demandé, « Pourquoi as-tu dessiné 2 personnes se tenant la main ?» Lily a répondu, « Parce qu'une personne n'est pas assez forte pour se tenir debout si le vent souffle fort. » Je l'ai serrée contre moi, sentant la vie reprendre, non pas par une blessure, mais par une petite main qui savait quand se tendre. The Forbes l'interview est venu après. Il ne voulait pas parler du vieux scandale, mais du programme de guérison par le design que j'avais lancé à Portland. Le jeune journaliste m'a demandé, « Qu'avez-vous ressenti en perdant tout ce que vous appeliez autrefois votre famille ?» J'ai regardé par la fenêtre où Lily était assise en train de plier du papier avec des femmes qui croyaient autrefois ne plus avoir de valeur. « Je n'ai pas perdu de famille, ai-je dit lentement. J'ai arrêté de vivre dans la mauvaise famille. Je n'ai rien perdu. J'ai reconstruit brique par brique avec respect de soi, vérité et amour qui ne nécessitent aucune condition. » L'article est devenu viral, non pas parce qu'il était dramatique, mais parce qu'il était réel. Une année s'est écoulée. Tout semblait être la réplique d'une tempête depuis longtemps passée. Mais en vérité, ce sont ces fragments qui ont pesé le plus lourd. Carly a perdu la garde après avoir été surprise en train de consommer des antidépresseurs sans ordonnance et de laisser l'enfant seul toute la nuit dans l'appartement. Le tribunal n'a pas eu besoin de plus de preuves. Le bébé a été placé chez sa grand-mère maternelle. Mark n'avait plus le droit d'exiger quoi que ce soit. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds et de fraude fiscale. Il a été condamné à une peine avec sursis et à 3 ans de surveillance financière. Je n'ai pas assisté à l'audience. J'ai appris par Eleanor, qui était devenue ma meilleure amie, que Lorraine était hospitalisée. Cancer du pancréas, a-t-elle dit doucement. En phase terminale. J'ai passé 3 nuits à réfléchir avant de décider d'y aller. Non pas que je ressentais encore de la colère, mais parce que je devais être sûr d'être suffisamment calme pour ne rien emporter de toxique hors de cette pièce. Lorraine était assise dans un fauteuil roulant à moitié aussi grand que son ancien. Ses mains autrefois imposantes tremblaient maintenant sous une couverture en laine. Elle leva les yeux vers moi, incapable de dissimuler l'effondrement dans son regard. « Julia » prononça-t-elle mon nom pour la première fois, sans aucun poids ni avertissement. J'avais tort dès le début. Je pensais que si je parvenais à préserver l'image de la famille, tout irait bien. Mais j'ai oublié. Les choses qui semblent les plus paisibles sont souvent les plus fausses. Je ne dis rien. Toi, poursuivit-elle, la voix tremblante. Tu es la première Sanders à vivre honnêtement. J'ai discrètement posé une photo sur la table d'appoint. Je la voyais tenir la main de Lily lors de la première exposition de son cours de design. Elle rayonnait, tenant une petite robe qu'elle avait cousue elle-même. Je me suis levé et les regardé une dernière fois. Tu sais, dis-je doucement, un nom de famille ne définit personne. C'est le cœur qui décide qui est la famille. Cet après-midi-là, je suis retourné au studio. Le cours commençait. Les femmes que j'appelais autrefois étudiantes, maintenant partenaires, sœurs, un réseau qui se soutient mutuellement, se préparaient pour la séance pratique. Lily a couru vers moi, la queue de cheval rebondissant, son sourire brillant. « Maman, regarde la robe que j'ai faite. » Je me suis agenouillé, admirant chaque magnifique point tordu. « Tu as fait d'incroyable, murmurai-je. » La lumière du soleil passa à travers la grande fenêtre en verre, posant une lueur chaude sur le sol comme de la soie. J'ai levé les yeux, entouré de rire et le moulin doux des machines à coudre. Le parfum du nouveau tissu et du thé à la camomille se mêlaient à l'air comme des souvenirs, mais le genre que j'ai pu créer. Pas ceux qui m'ont imposé. Je n'ai rien gagné. J'ai continué à vivre.
Et cette fois, c'était réel. Que pensez-vous du choix de Julia? Si c'était vous, auriez-vous le courage de vous éloigner d'une famille, tout le monde appelle parfait, mais cela vous fait vous perdre? La réponse de chaque personne peut être différente, mais parfois une seule phrase d'un étranger suffit à donner à quelqu'un le courage qu'elle pensait avoir perdu. Si l'histoire de Julia a résonné avec vous, partagez vos pensées ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et si vous aimez les histoires sincères sur la famille, l'estime de soi et le voyage vers la guérison, n'oubliez pas de suivre la chaîne afin de ne pas manquer la prochaine étape. Parce que parfois une histoire peut vous aider à voir votre propre vie dans un tout nouveau.